Merci Perrine, je vais parler de ma place de pédiatre et de chercheur en éthique en vous présentant rapidement la commission prévention-protection de l'enfance qui s'intéresse aux enjeux éthiques qui sont liés aux limites entre prévention et protection de la période prénatale au jeune adulte, le futur parent, en passant par l'enfance et l'adolescence. C'est une commission qui rassemble des professionnels issus de différents secteurs géographiques de toute notre région PACA et de différents secteurs professionnels également. Et c'est ainsi la réflexion de tout un groupe que je vais vous présenter. Place du ou des tiers dans la relation de soins. Alors, au regard de nos pratiques, nous aborderons la relation dans le cadre d'une éthique relationnelle qui tient compte des besoins d'autrui. Alors, dès lors, de nombreuses interrogations autour du ou des tiers surgissent. Qui peut être ce tiers? Ce tiers peut être la famille, un parent, un conjoint, un professionnel à l'école, un soignant, un travailleur social, une association, des pairs, le virtuel, une institution, un protocole, et il en manque. Mais alors, quelles sont ses intentions, ses qualités requises, mais aussi ses besoins? Quelles sont les limites et les risques de son intervention? Peut-on toujours consentir à ce qu'un tiers intervienne? Et si le tiers intervient auprès d'une personne en situation de vulnérabilité, les droits et les besoins de cette dernière sont-ils préservés? Alors, tout autant de questions que nous allons tenter d'illustrer à travers deux récits cliniques récents en lien avec l'actualité, et nous nous positionnerons véritablement dans une démarche d'éthique appliquée qui n'est pas là pour dire ce qui est bien ou qui est mal, qui n'est pas là pour juger ni sanctionner, mais pour accompagner les professionnels et les acteurs. Donc, premier récit, une jeune femme se présente dans un centre de gynécologie sociale pour une interruption de grossesse à 14 semaines d'aménorrhée. Les délais d'IVG sont dépassés. Elle explique avoir déjà consulté dans le temps, mais empêchée de se rendre au rendez-vous par son conjoint, omniprésent, qui l'empêche de sortir et de communiquer librement. La patiente semble présenter une fragilité psychique, des troubles anxieux et une déficience intellectuelle légère, mais elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne. Dans ses antécédents, on note une fausse couche et 3 interruptions volontaires de grossesse. La grossesse actuelle est sous pilule. Suite à une proposition d'IVG en urgence, non réalisée en l'absence de test Covid, sa demande est discutée au sein du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Dans un contexte de détresse psychosociale mettant en péril grave la santé de la femme, l'interruption médicale de grossesse est acceptée. À la date programmée, la patiente appelle le service indiquant qu'elle ne pourra pas se rendre au rendez-vous en raison d'un décès familial. L'hospitalisation est alors reportée. Le jour de l'hospitalisation, la patiente se présente avec son conjoint. Ce dernier refuse qu'elle soit hospitalisée seule. La patiente semble proche de son conjoint, mais demande à l'équipe soignante de mentir sur le motif d'hospitalisation. L'équipe, face à l'ambivalence de la patiente, annule l'hospitalisation et lui en propose une sous le secret. Quelque temps plus tard, la patiente contacte le médecin expliquant que son conjoint travaille beaucoup et qu'elle peut être hospitalisée. Elle ne se présentera pas au rendez-vous d'interruption médicale de grossesse prévu à 20 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est un premier récit. Le deuxième récit, il n'y en a que 2 donc, c'est celui d'une adolescente de 15 ans qui est confiée à l'aide sociale à l'enfance et qui est accueillie en foyer dans une maison pour enfants à caractère social avec sa sœur de 12 ans et leur frère de 7 ans. Depuis un drame familial survenu 6 ans auparavant, le décès de leur père et l'incarcération de leur mère. Au début du placement, les enfants entretenaient des liens avec leur mère lors de parloirs réguliers. Après le procès et la condamnation de leur mère à une peine de 15 ans, les visites se sont interrompues, l'autorité parentale a été retirée. L'adolescente présente des difficultés scolaires et bénéficie d'un suivi en centre médico-psychologique. Lors de l'intervention d'une association sur les risques liés aux réseaux sociaux et Internet, l'adolescente interpelle l'intervenant, le bénévole, qui se trouve être un ancien policier de la brigade des mineurs, sur son histoire personnelle.
Pourquoi ne l'autorise-t-on plus à communiquer avec sa mère, à lui téléphoner, à échanger des courriers et des photos? Pourquoi n'a-t-elle jamais été interrogée lors de la procédure qui a conduit à son incarcération? Ayant le sentiment d'avoir été écartée, elle voudrait témoigner des violences intrafamiliales dont elle se souvient, entendre la version de sa mère, avoir accès aux éléments de l'enquête. Peu de choses lui ayant été dites sur les circonstances du drame, elle est allée chercher sur Internet et y aurait trouvé des articles de presse relatant les faits. L'adolescente se confie ainsi à l'intervenant et lui demande de l'aide. Donc, nous nous positionnons vraiment dans une démarche d'éthique appliquée pour interroger le sens de l'action que l'on mène, pour aider les professionnels à identifier, clarifier les domaines, les dilemmes et surtout trouver des recours pour sortir des conflits de valeurs. Alors, dans ces deux récits, quelles sont les problématiques et les enjeux éthiques en présence? Nous sommes dans des situations de violence conjugale avec leurs conséquences et la réflexion s'étend du couple aux enfants. Les deux récits interrogent le concept d'autonomie en situation de vulnérabilité. Si l'on reprend la thématique de la journée, la place du tiers lorsqu'il ne semble pas bien positionné et la place de chacun des tiers lorsqu'ils sont pluriels. Et enfin, en fonction de la place occupée par le ou les tiers, être attentif au risque de paternalisme. Alors, au-delà des principes de l'éthique biomédicale, nous nous appuierons sur Aristote et sur Ricoeur pour appréhender les dilemmes et je remercie là sincèrement Madame Marcoussis, philosophe de notre commission. Alors, en deux mots, la méthode de résolution des dilemmes proposée par Aristote exclut les extrêmes. On cherche une voie moyenne, c'est-à-dire un moindre mal. Le bien en soi est un idéal pour Aristote et dans la pratique, on ne rencontre que des biens relatifs. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à bien faire, à faire le bien, mais qu'on fait forcément des erreurs. Il insiste donc sur les vertus de l'apprentissage et de l'expérience et c'est tout le sens de l'éthique des vertus. On peut s'améliorer. Pour Ricoeur, l'éthique ne questionne pas le pourquoi, mais le comment, et elle s'intéresse aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'existant. C'est la visée éthique avec et pour autrui dans des institutions justes. Donc en fait, il n'y a pas de bien en soi, ce qui ne signifie pas qu'il faille renoncer à la justesse de l'intention, mais en fonction des protagonistes, eh bien, on n'aura pas la même lecture de la situation. Et puis, tel protagoniste aura son bien, et donc il peut y avoir un conflit entre les biens. Donc, si on poursuit la réflexion, dans ce premier récit, il y a plusieurs tiers autour de cette patiente enceinte, l'équipe soignante, le conjoint, le cadre réglementaire sanitaire et quelles sont les places de chacun dans la relation de soins. Eh bien, le principe d'autonomie est interrogé à plusieurs niveaux dans ce récit. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que sont en conflit l'autonomie de la femme enceinte, comment accompagner dans sa demande une patiente qui cumule les facteurs de risque de vulnérabilité médico-psychosociale. Comment évaluer la capacité d'une personne sous emprise à décider pour elle-même. Deuxième niveau, l'autonomie des soignants. En contexte d'urgence, il y a la temporalité de la grossesse et avec des contraintes sanitaires liées au Covid, en particulier les protocoles. Le protocole sanitaire là, apparaît également comme un tiers. Face à cette situation, sur quoi reposent les critères décisionnels de cette équipe? Et enfin, l'autonomie du conjoint, trop présent, qui semble entraver les soins, la place qu'il occupe ou qui lui est conférée interpelle. Le conjoint est-il un tiers de droit? Alors, d'autres questions se posent. Dans un contexte de détresse psychosociale, l'accompagnement psychologique et social paraît essentiel. De même, si la grossesse se poursuit, nous pouvons craindre un risque de danger pour l'enfant à naître et nous sommes donc dans des enjeux à la fois de protection et de prévention et c'est tout le cadre de la politique actuelle des 1000 premiers jours. Et enfin, le récit pourrait interroger le regard porté sur cette patiente. L'ambivalence apparente l'emporterait-elle sur un besoin de protection? Comment aborder un éventuel signalement au procureur de la République? Mais sans aucune révélation affirmée, est-ce possible? Tout cela pose la question de la formation et de l'accompagnement des soignants. Alors, dans ce récit, dans cette situation, on ne sait pas trop où se serait situé l'optimum. Quels étaient les deux extrêmes à exclure?
Tout d'abord, l'abandon pur et simple, ce n'est pas le cas du tout ici. La patiente a été reçue à plusieurs reprises. La porte est restée ouverte, même si on aurait sans doute souhaité faire plus. Deuxième extrême à exclure, des mesures drastiques vis-à-vis du conjoint qui n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de cette jeune femme et qui aurait pu l'exposer à des violences plus grandes encore. Le comportement du conjoint était certes évocateur, il aurait fallu peut-être plus de temps pour déployer des pistes, mais en avait-on tant que cela? Il s'agissait surtout de trouver une stratégie dans un contexte de pression pour recueillir plus d'informations de la part de la patiente et lui permettre d'exercer ses droits indépendamment de son conjoint. Et c'est ce qui a été proposé dans le cadre de l'hospitalisation dans le secret, c'était finalement la voie moyenne. Alors certes, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu à ce moment du récit, parce que évidemment l'histoire n'est pas terminée, mais c'est à ce moment du récit qu'on nous la partage. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus d'accompagnement, il semble y avoir eu des rendez-vous manqués, mais qui accompagnait les soignants au quotidien? L'institution, dans le contexte Covid, a elle-même été violente vis-à-vis des soignants, des changements incessants de protocole, des tests pour des patients qui pourtant avaient besoin de prise en charge urgente. Et les situations de vulnérabilité ont de fait été aggravées. Pouvait-on réellement parvenir à une situation pleinement satisfaisante avec les moyens à disposition? En fait, la quête de l'idéal est source de déception et de désillusion. C'est lié au sentiment d'impuissance des soignants exposés de manière répétée aux situations de grande vulnérabilité. Les valeurs du soin ont vraiment besoin d'être réaffirmées et portées par les institutions, car rien n'est jamais acquis et l'éthique reste un cheminement entre des moindres mots. C'était pour le premier récit. Pour le deuxième récit, c'est la situation de cette adolescente qui est confiée à la protection de l'enfance. Il y a de nombreux tiers autour d'elle, des tiers de droit, alors le conseil de famille, puisqu'elle a le statut de pupille de l'État, le dispositif de l'aide sociale à l'enfance et des tiers de fait, les éducateurs, les autres professionnels du foyer, l'annexe, les enseignants, les soignants, la fratrie, les pères à l'école ou au sein de l'annexe, Internet également. Comment s'articulent tous ces tiers pour répondre aux besoins de cette adolescente? Et quelle relation cette adolescente entretient-elle avec chacun d'eux? Alors, alors que de nombreux tiers gravitent autour d'elle, eh bien, on sollicite un nouveau, ce bénévole de l'association, qui est pris de compassion, mais qui se trouve dans une situation délicate au carrefour de plusieurs instances décisionnelles. Il lui est bien difficile de trouver une juste place entre cette adolescente et les personnes des services mandatés. Alors, quelle place donner à la parole de l'enfant dans un dispositif où les tiers sont multiples? L'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle la possibilité pour un mineur d'être entendu et garantit qu'il soit consulté pour participer au processus décisionnel qui le concerne. On s'appuie sur la présomption de discernement. Et en effet, un enfant pupille peut évidemment être entendu au sein d'un conseil de famille. D'une manière générale, l'individu décide-t-il seul pour lui-même? L'autonomie de la décision ne se construit-elle pas dans la relation? Certainement, d'autant que là, il s'agit d'une mineure. Et cela permet de donner du sens à un accompagnement réellement aidant. La question devient alors, comment articuler une autorité qui fait grandir et l'autorité au sens juridique de la responsabilité? Comment alors accompagner la demande de cette adolescente qui semble être en recherche d'un lien qui lui permette de se repositionner dans son histoire et dans ses relations avec tous ses tiers? Il s'agit donc d'accompagner son autonomie tout en respectant bienfaisance et non malfaisance, mais sans omettre non plus le principe de justice. Pourquoi? Parce que les enjeux en protection de l'enfance posent la question des inégalités de destin. Et cette question individuelle de l'accompagnement rejoint des enjeux collectifs, notamment les politiques d'accompagnement. Alors, cette situation illustre véritablement le conflit des biens, tel expliqué par Ricoeur. Le bien est toujours relatif dans la pratique, autant de perception de bien que de tiers en présence, et tout autant d'intentions certainement bienveillantes. Les décisions sont prises dans l'intérêt de l'enfant, une notion surutilisée, parfois de manière subjective. Or, la norme de l'action qui légitime la place et l'action des adultes auprès des enfants repose en grande partie sur cette notion, une notion qui évolue en fait entre bienfaisance et non-malfaisance,
Et en réalité, l'intérêt de l'enfant consiste à répondre à ses besoins au service de son développement. Et intérêt, besoin et droit sont trois concepts interdépendants. C'est tout l'enjeu de la protection de l'enfance qui vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation dans le respect de ses droits. Mais les postures de certains tiers peuvent entraver la considération de la parole de l'enfant. Si l'intention est bienveillante, dans une démarche de protection, la projection des peurs peut entraver l'autonomie. Et le risque est de s'approprier la situation et de tomber dans le paternalisme. Quand l'autonomie décisionnelle risque d'être entravée par l'autorité d'un tiers, l'enjeu sera bien de trouver le juste milieu de l'exercice de cette autorité, tout en respectant l'autonomie de l'enfant et en faisant preuve de responsabilité. Et la responsabilité juridique n'est pas la responsabilité éthique, l'un n'excluant pas l'autre, mais l'enjeu, c'est vraiment de concilier respect et engagement. Alors, prendre en compte la parole de l'enfant ne signifie pas évidemment qu'on va le laisser décider de tout ou que l'on accédera à chacune de ses demandes. À réception de sa demande, nous devenons un tiers qui a pour mission d'interroger la demande, d'en comprendre l'ancrage, de voir à quoi cela correspond. Et le rôle des accompagnants est souvent de démêler, d'apaiser, d'écouter et de mettre des mots. Il faut donc penser pouvoir faire tiers vis-à-vis des tiers, en trouvant encore une fois le juste milieu, mais dans une dimension politique, démocratique de l'interdépendance et de la vulnérabilité. J'en arrive à ma conclusion. Nous avions intitulé notre intervention « Entre autonomie et non-abandon, grandeur et dénuement des tiers, pour ne pas dire misère », en référence à Pascal. Nous pouvons déjà retenir le courage des équipes qui acceptent de partager leurs difficultés de prise en charge. Et j'insiste, parce qu'il est toujours aisé de juger le passé avec les yeux du présent. Une place bien difficile des tiers entre prévention et protection. Nous citions déjà Alain Ray l'année dernière dans ce même colloque. La prévention qui suppose une évaluation du mal probable, un plan d'action contre ce mal, une exigence de réflexion par anticipation et suivi d'action. La protection suppose la mise à l'abri, avec une notion de hiérarchie et de devoir, le résultat souhaité étant la sécurité. Et tout cela dans des situations de vulnérabilité. La vulnérabilité, certes, c'est le propre de l'homme, mais il existe des particulières vulnérabilités qui justifient une action. Donc la vulnérabilité, elle est comprise comme le besoin pour se développer, être soi-même, devenir soi-même, d'une protection entendue comme un soin. Et nous sommes donc bien dans une éthique relationnelle, une éthique du soin. Alors la place des tiers dans la relation de soin nous aura aussi amené à porter un regard critique sur le concept de bienveillance, assez à la mode. Tout l'enjeu de la bienveillance, bien comprise, sans instrumentalisation politique ni surresponsabilisation des acteurs, consiste à développer des qualités et des dispositions relationnelles entre savoir-faire et savoir-être afin de veiller au bien. Mais le bien de qui? Pourquoi? Et pour qui? Un bien difficile à définir dans la relativité des contextes et des pratiques, toujours au risque de l'erreur et de l'épuisement des professionnels du care. Alors, tout cela nous alerte sur le nécessaire accompagnement des professionnels, des tiers, la nécessité de contrôle, de supervision, mais aussi d'espaces d'ajustement, des espaces de régulation que peuvent proposer les espaces éthiques, tant au niveau individuel et collectif. Je vous remercie. Il nous reste 12 minutes pour les questions. Voilà, donc il y en a déjà à ces questions, remarques dans le chat de la part de Samia Siouani, excusez-moi, psychologue à Marseille. Par rapport à la deuxième situation, de quelle place pour l'institution qui empêche l'accès à toutes les informations de ces enfants, qui sont les tiers décisionnels qui ne permettent pas l'accompagnement de ces enfants. Et une deuxième question, remarque, ne sommes-nous pas dans une situation d'injonction paradoxale, prendre en compte la parole de l'enfant, un devoir pour l'adulte, point d'interrogation,
quid des éducateurs ou autres agents sociaux qui sont des tiers, mais quelle leur place leur laisse-t-on? Alors, il ne s'agit pas de dire que l'institution empêche la transmission de la parole et l'accès aux données, pas du tout. Mais en fait, là, c'est vrai que c'est un contexte particulier d'enfants pupilles, donc qui est sous la responsabilité de l'État et pour lesquels un conseil de famille décide du quotidien et des enjeux de développement concernant cet enfant. Il ne s'agissait pas du tout de dire que l'institution empêchait. Bien au contraire, en fait, nous rapportions une situation vécue par un tiers bénévole qui était confronté à cette situation. Et lui-même avait du mal à comprendre l'articulation de chacun de ces tiers. Mais en réalité, cette jeune adolescente qui s'est confiée à cette personne, finalement, ça interroge aussi pourquoi on se confie à une personne et pas à d'autres, est allée lui dévoiler ses besoins. Mais en fait, c'est possible. Et ce tiers bénévole, il peut faire lien avec les autorités compétentes. Il s'agit que cette jeune fille, en fait, écrive à son inspecteur enfance-famille ou à son conseil de famille. Et parce qu'elle est capable de discernement, elle peut aller discuter avec eux de tout ce qui l'inquiète. Après, elle n'aura pas accès à toutes les questions qu'elle posait parce que le dossier est clos, l'affaire a été jugée, mais visiblement, elle a besoin de parler des éléments de son histoire. Alors, la deuxième question, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'injonction paradoxale? Donc, je pense que c'est par rapport à la parole, prendre en compte la parole de l'enfant, un devoir pour l'adulte, oui, du rôle des éducateurs. Oui. Quelle place leur laisse-t-on? Les éducateurs, ils sont là au quotidien, en fait, et puis ils sont là pour accompagner l'enfant, ils sont là pour accompagner dans leur développement, dans leur quotidien, et puis pour transmettre aussi ce qu'ils perçoivent aux autorités, aux personnes qui ont autorité. Mais chacun a une place particulière, en fait. Le conseil de famille. Le conseil de famille, c'est une instance qui est, donc les enfants qui sont sous pupille sont sous la responsabilité de l'État, c'est-à-dire le préfet. Et le conseil de famille, c'est une instance pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il y a également des associations de familles, des associations, la DEPAP également d'anciens enfants confiés, qui décident en instance, qui réfléchissent et qui sont là pour accompagner les enfants pupilles, en fait, dans leur quotidien, dans leurs décisions. Autre question? Voilà. La question de l'injonction paradoxale, est-ce qu'à ton avis, dans ce genre de dossier, et vu qu'il y a plusieurs acteurs, et donc plusieurs tiers, ça ne peut pas créer, selon la position des uns et des autres, des injonctions paradoxales? Et est-ce que dans la deuxième situation, on perçoit... Je ne sais pas si on peut parler d'injonction paradoxale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui dit qu'évidemment, la parole de l'enfant doit être entendue, que ce soit, j'ai mis des petits logos, que ce soit le rapport du défenseur des droits, récemment encore, c'était celui de l'année dernière, me semble-t-il, la Convention internationale des droits de l'enfant, le Code de l'action sociale et des familles, etc. etc. Le cadre, c'est celui-là, la parole de l'enfant doit être entendue. Après, dans des dispositifs où les tiers sont multiples, comment en fait on arrive à recueillir cette parole et la faire remonter? Et c'est peut-être le risque, je ne sais pas si on peut parler d'injonction paradoxale, mais peut-être que le risque, c'est que face à trop de tiers, en fait, il y a une sorte de responsabilité peut-être diluée, je mets ça entre guillemets évidemment, mais l'idée c'est qu'il y a des référents et puis il y a un cadre à respecter, mais la parole de l'enfant peut être entendue si elle est transmise à la bonne personne, au bon endroit. Et donc, c'est peut-être tout l'enjeu de tous ces professionnels, entre autres les éducateurs qui sont là au quotidien, de faire remonter et d'accompagner la parole de l'enfant auprès des responsables, mais c'est ce qui se fait en fait. Si l'adolescent arrive à se confier à la bonne personne. D'autres questions? D'autres remarques? D'autres retours? Quand même dans ces deux dernières illustrations, peut-être parce qu'on a certaines représentations aussi de ce monde de l'enfance protégée qu'on ne connaît pas très bien, on a vraiment l'impression quand même que c'est important, évidemment, qu'il y ait plusieurs acteurs, mais que la démultiplication des acteurs
peut quand même créer une sorte de, pour l'enfant, enfin la jeune fille en particulier, finalement de non-réponse, et qu'une partie de ses préoccupations, elle n'a pas trouvé à qui les exprimer, donc elle va chercher quelqu'un à l'extérieur. On sent qu'il y a une partie de préoccupation qui est trait à son histoire, à des non-dits de son histoire, à des choses qu'elle perçoit, dont elle se souvient, qu'elle perçoit et qu'elle n'a pas pu, sur la violence, les violences familiales quand elle était petite. Enfin, on a l'impression quand même que même s'il y a beaucoup finalement d'intervenants, ce n'est pas pour autant que certaines préoccupations fondamentales de la personne ont pu trouver à s'exprimer puisqu'elle va chercher ailleurs. Et c'est pour ça que le sujet sur les tiers était intéressant, parce qu'en fait, le tiers, il est censé avoir des qualités aussi, les qualités requises pour être à l'écoute de celui qui a besoin. On était vraiment dans une éthique relationnelle qui tient compte des besoins d'autrui. Alors, après, il y a une question de personne, mais une question de moment aussi. Cette jeune fille, ben voilà, elle a attendu qu'il y ait une intervention d'une association sur un sujet particulier. Elle-même, en fait, avait vécu juste auparavant une agression physique. Et en fait, le fait d'être en face d'un ancien policier de la brigade des mineurs, ça a peut-être été le moment et la bonne personne qui a fait que c'était pour elle l'endroit de parler de ce qui la préoccupait. Oui. Amina ? Eh oui, c'est mieux. Oui. Positif, hein, qui fait qu'on veut privilégier aussi. Alors indirectement, on travaille ensemble, puisque moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est à l'éducation nationale. Vous savez qu'il y a les enfants qui sont maltraités ou qui subissent des choses, ils vont choisir l'adulte à qui ils vont parler. Ça peut être une tata de cantine, un enseignant, une directrice, ou parfois le psychologue scolaire, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire quand l'enfant a révélé des choses à un adulte, cet adulte, de toute façon, c'est lui qui doit faire, hein, tu le connais très bien, c'est cette personne qui doit faire remonter le signalement, c'est-à-dire soit une information préoccupante, soit le signalement, qui dit signalement, ça va au procureur. L'information préoccupante part à la cellule qu'on appelle la CRIP, la cellule d'information préoccupante. Donc, moi, je suis appelée en tant que médecin. C'est-à-dire qu'une enseignante, elle a la parole de l'enfant. On lui demande d'écrire exactement ce qu'il a dit l'enfant. L'enfant a dit, ouvrez les guillemets, la parole de l'enfant. Elle ne doit pas la modifier. Et en plus, il ne faut pas qu'il y ait d'autres adultes qui vont venir interroger cet enfant. Donc, s'il y a des coups qu'on appelle le médecin scolaire, qui vient faire une constatation de coups, il n'est pas là pour réinterroger l'enfant, il est là pour juste faire donc l'observation, faire son certificat de constatation de cours, bien sûr, voilà. En fait, ce que vous dites, ça rejoint l'idée, c'est la question du dévoilement. Et Catherine Bonnet, pédopsychiatre de notre commission, nous l'explique assez bien. C'est la question du dévoilement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un enfant va se confier? Et tout dépend de l'interlocuteur qui se trouvera en face. Et l'essentiel, c'est de se mettre à hauteur d'enfant, en fait, de se rendre disponible à sa hauteur. Mais ça vaut pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité, en fait. Quand on parle de protection, il y a la notion de hiérarchie. Quelqu'un qui est au-dessus par rapport à quelqu'un qui est faible, plus faible. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre à la hauteur du besoin de celui qui est en face de nous. C'est l'appel du visage, en fait, hein, cette interpellation d'humain à humain, qui fera qu'on pourra l'entendre et répondre à son interpellation, en fait. Merci. Merci. Merci, Jamila.